sais que le monde ne tourne pas rond sans comprendre pourquoi, mais tu le sais. Comme un implant dans ton esprit. De quoi te rendre malade. C'est ce sentiment qui t'a amené jusqu'à moi. Bon les amis, ça y est, c'est officiel, l'Europe ne représente absolument plus rien sur la scène internationale. Les grands dirigeants de ce monde, ceux qui sont à la tête de pays puissants et souverains, ne veulent plus écouter, ne veulent plus regarder et ne veulent absolument plus prendre au sérieux les dirigeants européens. On a été relégué au rang de spectateur mondial, on est dans les cordes, on prend les coups et on ne peut que regarder l'agonie de notre chère Europe. Voilà, c'est comme ça, le roi est nu, tout le monde le voit, ils nous le font savoir et c'est une dinguerie. On a le président des États-Unis, Donald Trump, 47e président, qui balance et qui déclare que l'Europe est devenue le tiers-monde. Rien que ça. Voilà, c'est comme ça que le monde nous voit, c'est pour ça que le reste du monde se fout de nous, le reste du monde nous roule dessus, le reste du monde ne nous prend plus au sérieux, ne nous écoute plus, bref, il ne nous regarde limite même plus. Et on a J.D. Vance, donc James David Vance, qui est le vice-président des États-Unis, qui est venu à Munich et qui a balancé des dingueries aux yeux et aux oreilles des dirigeants européens. Il aura balancé simplement comme ça nos stress. Vous êtes des tyrans, vous êtes des dictateurs, vous faites de la censure au nom de la démocratie et vous piétinez tous vos principes démocratiques pour éviter que votre système, qui, semble-t-il, est fragile, s'écroule. Voilà, il leur a balancé des dingueries comme ça. Je vais vous montrer l'extrait avec la traduction et vous allez voir, c'est complètement dingue. Je vous ai mis ça en vitesse 1.25. Vous pouvez avancer, vous pouvez reculer. Voilà, c'est vous qui voyez. Mais écoutez ça, c'est pépite. Franchement, ça se déguste avec un bon petit saucisson, un bon petit verre de vin. Je pense que c'est quelque chose qui se déguste parce que ça fait plaisir de voir des personnes puissantes qui ont le statut pour le faire venir remettre à leur place des dirigeants européens qui ont complètement été satellisés dans une autre dimension. Voilà, ils sont plus sur Terre, ils sont plus chez nous, ils sont partis dans un délire et il faudrait peut-être à un moment donné remettre l'église au centre du village, les réveiller, leur mettre une paire de baffes et leur dire c'est bon, vous dégagez parce que là, votre peuple n'en peut plus. Le monde n'en peut plus, on ne veut plus vous voir. Voilà. Écoutez ça. C'est du caviar en barre. Nous sommes bien sûr ravis d'être ici, heureux d'être présents, et l'une des choses dont je voulais parler aujourd'hui, c'est bien sûr de nos valeurs communes. C'est formidable de revenir en Allemagne, comme vous l'avez entendu plus tôt. J'étais ici l'année dernière en tant que sénateur des États-Unis. J'ai vu le ministre des Affaires étrangères, le secrétaire aux Affaires étrangères David Lammy, et nous avons plaisanté en disant que nous avions tous les deux des postes différents l'année dernière. Mais aujourd'hui, il est temps pour tous nos pays, pour tous ceux qui ont eu la chance de recevoir le pouvoir politique de la part de nos peuples respectifs, de l'utiliser avec sagesse pour améliorer leur vie. Je tiens à dire que j'ai eu la chance, pendant mon séjour ici, de passer du temps en dehors des murs de cette conférence au cours des dernières 24 heures, et j'ai été tellement impressionné par l'hospitalité des gens, même s'ils sont encore sous le choc de l'horrible attaque d'hier. Oui, parce que pour ceux qui n'auraient pas suivi, il y a eu un attentat en Allemagne. Et du coup, ça s'est passé la veille de son arrivée ou le jour de son arrivée. Bref, c'est quand même assez... ça tombe mal, tu vois. Et effectivement, malgré ça, les gens sont quand même très hospitaliers. Enfin, je veux dire, c'est bien de le souligner, tu vois. Et il arrive en mode, bon, bah, la population ici est quand même très sympa, je trouve. Et vous allez voir que par rapport à ce qu'il va dire derrière, il pourrait rajouter, je trouve que la population ici est très sympa, malgré le fait qu'il soit sous le joug de tyrans. Voilà, tout simplement. La première fois que je suis venu à Munich, c'était avec ma femme, qui est d'ailleurs ici avec moi aujourd'hui, lors d'un voyage personnel. J'ai toujours aimé la ville de Munich et j'ai toujours aimé ses habitants. Je veux simplement dire que nous sommes très émus et que nos pensées et nos prières vont à Munich et à tous ceux qui ont été touchés par le mal qui a frappé cette belle communauté. Nous pensons à vous, nous prions pour vous, et nous serons certainement à vos côtés dans les jours et les semaines à venir. J'espère que ce ne sera pas le dernier applaudissement que je recevrai. Oui, vous allez voir, parce que ce qui passe juste après, ce qu'il va dire juste après, à mon avis, les mecs ne vont plus du tout applaudir, tu vois. Parce qu'effectivement, il sait ce qu'il est venu dire. Hein. Il n'est pas en train de l'improviser. Il sait très bien ce qu'il va dire, il sait très bien quelles sont ses cibles, et il sait très bien l'effet que ça va avoir. Et du coup, c'est quand même assez drôle de le voir dire. Bon, j'espère quand même que ce ne sera pas les derniers applaudissements. J'espère qu'il y en a quelques-uns qui seront intelligents parmi vous, qui ont peut-être connecté 2 neurones et se dire c'est vrai que c'est pas con ce qu'il est en train de nous dire. Hein. Les avertissements des États-Unis, on va peut-être les prendre au sérieux. Je dis ça et je dis rien. Mais nous sommes réunis à cette conférence, bien sûr, pour discuter de sécurité, et normalement, nous parlons des menaces à notre sécurité extérieure. Je vois aujourd'hui de nombreux grands leaders militaires rassemblés ici,
Mais si l'administration Trump est très préoccupée par la sécurité européenne et croit que nous pouvons parvenir à un règlement raisonnable entre la Russie et l'Ukraine, nous croyons aussi qu'il est important, dans les années à venir, que l'Europe prenne des mesures significatives pour assurer sa propre défense. La menace qui m'inquiète le plus concernant l'Europe, ce n'est pas la Russie, ce n'est pas la Chine, ce n'est pas un autre acteur extérieur. Ce qui m'inquiète, c'est la menace intérieure. Le recul de l'Europe par rapport à certaines de ses valeurs les plus fondamentales, des valeurs partagées avec les États-Unis d'Amérique. J'ai été frappé par le fait qu'un ancien commissaire européen soit récemment apparu à la télévision et ait semblé ravi que le gouvernement roumain ait annulé une élection entière. Il a averti que si les choses ne se passent pas comme prévu, la même chose pourrait se produire en Allemagne. Ces déclarations cavalières sont choquantes pour des oreilles américaines. Pendant des années, on nous a dit que tout ce que nous finançons et soutenons est fait au nom de nos valeurs démocratiques communes. Tout, de notre politique en Ukraine à la censure numérique, est présenté comme une défense de la démocratie. Mais quand nous voyons des tribunaux européens annuler des élections et des hauts fonctionnaires menacés d'en annuler d'autres, nous devons nous demander si nous nous tenons à un standard suffisamment élevé. Et je dis nous parce que je crois fondamentalement que nous sommes dans la même équipe. Nous devons faire plus que parler des valeurs démocratiques, nous devons les incarner. Dans la mémoire vivante de beaucoup d'entre vous dans cette salle, la guerre froide a opposé les défenseurs de la démocratie à des forces bien plus tyranniques sur ce continent. Et rappelez-vous, quel était le camp dans ce combat qui censurait les dissidents, qui fermait les églises, qui annulait les élections? Étaient-ils les gentils? Certainement pas, et Dieu merci, ils ont perdu la guerre froide. Bon, là, clairement, ils sont en train de comparer, les dirigeants européens à ces fameux tyrans de l'époque. Tu vois. Ils sont en train de comparer ceux qui se prennent pour des gentils au nom de la démocratie à des méchants. D'accord? Et il leur a dit clairement, il va peut-être falloir se bouger les fesses pour modifier tout ce que vous êtes en train de faire et ce que vous avez accompli jusqu'à maintenant, pour revenir sur le droit chemin. Parce que nous croyons fondamentalement que nous sommes encore des alliés, que nous sommes encore dans le même camp, que nous pouvons partager encore, eh bien, tout simplement les mêmes valeurs, sauf qu'actuellement, il y a une divergence. Vous êtes en train de vous diriger vers quelque chose qui ressemble beaucoup à ce qui s'est passé à une certaine époque. Et donc, là, vous êtes en train de glisser. Vous êtes en train de glisser du côté du mal. Ce que vous êtes en train de faire, posez-vous la question, est-ce que c'est le bien ou le mal? Vous dites que vous êtes dans le camp des gentils, mais regardez ce que vous faites. Regardez la parole, regardez l'acte, joignez les deux et voyez si ça concorde. Est-ce que l'acte et la parole coïncident ou est-ce qu'ils divergent? Pour l'instant, de leur point de vue et d'une autre aussi, ça diverge beaucoup quand même. Ils ont perdu parce qu'ils ne valorisaient ni ne respectaient les extraordinaires bienfaits de la liberté. La liberté de surprendre, de faire des erreurs, d'inventer, de construire. Il s'avère que vous ne pouvez pas imposer l'innovation ou la créativité, tout comme vous ne pouvez pas forcer les gens à penser, à ressentir ou à croire ce que vous voulez. D'accord, donc là, il doit parler des dogmatismes, de l'idéologie qu'on essaie de nous imposer via de la propagande. Tu ne peux pas forcer les gens à croire ce en quoi tu veux qu'ils croient. Par exemple, le wokisme. Tu vois, l'inclusion, etc. Tu ne peux pas, même en leur bourrant le crâne, les forcer à accepter cette vérité, si c'est pas leur vérité. Là, on est clairement dans 1984, où on te bourre la tête jusqu'à ce que tu finisses par aimer The Big Brother. Faut que tu l'aimes, Big Brother, sinon tu disparais. Donc par tous les moyens, on va te le faire aimer. Jusqu'à te torturer. Lisez ce livre. À la fin, il y a une scène de torture. Alors, on va me dire que je suis peut-être quelqu'un de douillet ou je ne sais pas, mais quand j'ai écouté, parce que je l'ai écouté en audio, quand j'ai écouté l'histoire de ce livre, la scène de torture, elle m'a paru atroce. Elle m'a paru atroce. Parce qu'en fait, on t'enlève tout. On t'enlève tout. On te fait souffrir pour te faire adopter une idéologie. Et là, il est clairement en train de dire, vous ne pouvez pas faire ça. Vous ne pouvez pas forcer la créativité, l'innovation. C'est ce qu'ils ont fait avec l'automobile. C'est ce qu'ils ont fait avec le moteur thermique. 2035, on arrête tout. Ah, super! Ils ont fait couler l'industrie. Ils ont fait couler l'industrie. Et là, clairement, il est en train de leur dire, arrêtez, laissez les entreprises faire, laissez les entrepreneurs avoir des idées, de la créativité. Laissez-les répondre à des besoins sur un marché. Laissez-les créer votre pays, votre industrie, votre dynamique économique. Faites en sorte de les aider au lieu de les restreindre pour une idéologie, pour les forcer à adopter une telle ou telle technologie, telle ou telle direction économique future. Bref, arrêtez. Le résultat, vous le voyez depuis quelques années. C'est en train de collapser. Et vous vous entêtez. Va peut-être falloir arrêter ça, les gars. Vous ne pouvez pas faire ça. Ça ne marche pas. C'est un truc de fou. Il faut que ça soit un vice-président qui vienne
pour leur dire. Et même de toute façon, il est venu leur dire, il leur a mis leur vérité en pleine face. La réaction des Européens, c'est quoi? C'est une réaction très agressive. On verra ça dans d'autres vidéos, et vous allez voir, c'est très très agressif. Ce sont des dégénérés. Quand je vous dis qu'ils sont satellisés, ils sont partis dans une autre dimension, on les retrouvera plus. Ils sont perdus, ces gens-là. Ils sont perdus. Et nous croyons que ces choses sont certainement liées. Malheureusement, quand je regarde l'Europe aujourd'hui, il n'est pas toujours évident de comprendre ce qui est arrivé à certains des gagnants de la guerre froide. Je regarde vers Bruxelles, où les commissaires de la Commission européenne avertissent les citoyens qu'ils ont l'intention de fermer les réseaux sociaux en période de troubles civils dès qu'ils repèrent ce qu'ils jugent être, je cite, du contenu haineux. Ou encore vers ce pays même, où la police a mené des raids contre des citoyens soupçonnés d'avoir posté des commentaires antiféministes en ligne dans le cadre d'une journée d'action visant à, je cite, combattre la misogynie sur Internet. Je regarde vers la Suède, où il y a 2 semaines, le gouvernement a condamné un activiste chrétien pour avoir participé à des brûlures de Coran qui ont abouti au meurtre de son ami. Et comme le juge de son affaire l'a noté de manière glaçante, les lois suédoises censées protéger la liberté d'expression n'accordent en réalité pas, et je cite, un laissez-passer pour faire ou dire quoi que ce soit sans risquer d'offenser le groupe qui détient cette croyance. Et peut-être le plus inquiétant, je regarde vers nos très chers amis du Royaume-Uni, où le recul des droits de conscience a placé les libertés fondamentales des Britanniques, en particulier celles des croyants, dans le collimateur. Il y a un peu plus de 2 ans, le gouvernement britannique a inculpé Adam Smith-Connor, un physiothérapeute de 51 ans et ancien militaire, pour le crime odieux d'avoir stationné à 50 mètres d'une clinique d'avortement et d'avoir prié en silence pendant 3 minutes. Sans gêner qui que ce soit, sans interagir avec qui que ce soit, juste en priant silencieusement, seul. Après que les forces de l'ordre britanniques l'ont repéré et lui ont demandé pourquoi il priait, Adam a simplement répondu que c'était pour l'enfant à naître que lui et son ex-petite amie avaient avorté des années auparavant. Les agents n'ont pas été touchés. Adam a été reconnu coupable d'avoir enfreint la nouvelle loi sur les zones tampons du gouvernement, qui criminalise la prière silencieuse et d'autres actions susceptibles d'influencer la décision d'une personne dans un rayon de 200 mètres autour d'un établissement d'avortement. Il a été condamné à payer des milliers de livres sterling en frais juridiques à l'accusation. J'aimerais pouvoir dire qu'il s'agit d'un incident isolé, d'un exemple aberrant d'une loi mal rédigée appliquée contre une seule personne, mais non. En octobre dernier, il y a seulement quelques mois, le gouvernement écossais a commencé à distribuer des lettres aux citoyens dont les maisons se trouvaient dans des zones dites d'accès sécurisé, les avertissant que même la prière privée dans leur propre domicile pourrait constituer une infraction. Naturellement, le gouvernement a exhorté les lecteurs à signaler tout citoyen soupçonné de se livrer à un crime de pensée. En Grande-Bretagne et à travers l'Europe, je crains que la liberté d'expression ne soit en recul. Si vous lisez 1984, vous allez voir, il y a un ministère de la pensée qui, en fait, t'empêche d'avoir des pensées qui vont à l'encontre de l'idéologie et du parti. Donc, si tu as ne serait-ce qu'une pensée qui va à l'encontre de ce que l'on essaie de t'imposer, tu es devenu un criminel, un délinquant, et donc tu vas être sanctionné. Bah là, c'est clairement ça. C'est un truc de fou. Et la liberté d'expression en Europe est en train de disparaître au profit de la censure. De la censure et de la sanction, évidemment. Les deux ne vont pas l'un sans l'autre. Et il est en train de le faire remarquer, et vous regardez bien dans la salle la tête déconfite de tous ceux qui sont présents, bah d'un coup ils rigolent plus, et d'un coup ils applaudissent plus. Je suis pas sûr qu'ils vont applaudir beaucoup. Et dans un souci d'humour, mes amis, mais aussi dans un souci de vérité, j'admettrai que parfois, les voix les plus fortes en faveur de la censure ne viennent pas de l'Europe, mais de mon propre pays, où l'administration précédente a menacé et intimidé les entreprises de médias sociaux pour qu'elles censurent ce qu'on appelle la désinformation. Donc là, il fait référence à l'administration Biden qui a forcé X, qui a forcé Meta et d'autres réseaux sociaux à censurer certains contenus, à censurer certaines personnes, à promouvoir certaines idéologies, certains contenus, bref, à manipuler l'opinion publique. Voilà, c'est tout simplement ça. Donc il dénonce cette administration, il dénonce aussi sûrement le scandale qui est en train d'éclater au grand jour, le scandale de l'UCED. L'UCED qui est un organisme affilié à la CIA, on peut clairement dire que c'est la CIA. Et le démantèlement des comptes de cet organisme révèle en fait que le Deep State, donc l'État profond, arrose absolument tout le monde, quasiment tout le monde, avec de l'argent pour le blanchir, pour corrompre des gens, pour manipuler l'opinion, bref. C'est une machine à censurer, c'est une machine à balancer de la propagande, c'est une machine à diriger le monde dans un certain narratif. Voilà. C'est pour ça qu'il dit j'aimerais bien pouvoir en rire, mais bon, on n'est pas blanc comme neige non plus. Mais bon, nous, on est en train de faire le nécessaire. Tu vois, on est en train de démanteler ça. L'ancienne administration et les anciennes administrations ont participé à ça. Nous, on arrive, on remet les pendules à l'heure. On démantèle tout ce réseau. On est en train de mettre carte sur table et on est en train d'essayer de repartir sur quelque chose de propre. Donc faites pareil.
Prenez en compte ce qu'on est en train de vous dire, prenez en compte ce qui est en train de se passer dans le monde. Votre système est nu, le roi est nu, l'Europe est nue, vous êtes devenu le tiers-monde, on le sait, on le dénonce. Maintenant, soit vous faites le nécessaire, soit un jour ou l'autre, ça vous retombera dessus. Mais là, clairement, voilà, clairement, les États-Unis ne sont pas blanches comme neige, puisque tout ce qui est arrivé dans le monde, ça part de l'empire du mensonge, les États-Unis. Les États-Unis ont corrompu l'ensemble du monde. Maintenant, j'espère que l'administration Trump va faire le nécessaire et va réussir à faire le nécessaire pour au moins remettre un peu d'ordre dans tout ça. La désinformation, comme par exemple l'idée que le coronavirus avait probablement fuité d'un laboratoire en Chine. Notre propre gouvernement a encouragé des entreprises privées à réduire au silence ceux qui osaient prononcer ce qui s'est avéré être une vérité évidente. Alors je viens ici aujourd'hui non seulement avec un constat, mais aussi avec une proposition. Et tout comme l'administration Biden semblait désespérée de réduire au silence les gens pour avoir exprimé leurs opinions, l'administration Trump fera exactement le contraire. Et j'espère que nous pourrons travailler ensemble sur cela. Bon voilà, vous aviez l'habitude de recevoir vos ordres des États-Unis, vous aviez l'habitude de vous faire rincer les pattes, graisser les pattes par les États-Unis, vous aviez l'habitude de répondre à leurs ordres de censure, etc. Bah là c'est fini, nous on fait tout le contraire et maintenant c'est soit on peut travailler ensemble, soit on ne travaillera plus ensemble et donc vous serez vraiment relégués au rang de tiers-monde et de spectateurs. On vous roulera dessus comme n'importe quel autre pays qui est plus puissant et plus souverain que vous. Donc vous serez, voilà, les petits roquets du monde entier, là, à gueuler pour rien dire, hein, et puis vous fermerez vos bouches. Voilà. À Washington, il y a un nouveau shérif en ville, et sous la direction de Donald Trump, nous pouvons ne pas être d'accord avec vos opinions, mais nous nous battrons pour défendre votre droit de les exprimer sur la place publique, que nous soyons d'accord ou non. Nous en sommes maintenant au point où la situation est devenue si grave qu'en décembre dernier, la Roumanie a purement et simplement annulé les résultats d'une élection présidentielle sur la base de vagues soupçons d'une agence de renseignement et d'une pression énorme de ses voisins continentaux. Pour autant que je sache, l'argument était que la désinformation russe avait infecté les élections roumaines, mais je demanderai à mes amis européens de prendre un peu de recul. Vous pouvez croire qu'il est mal que la Russie achète des publicités sur les réseaux sociaux pour influencer vos élections. Nous le pensons certainement. Vous pouvez le condamner sur la scène mondiale. Mais si votre démocratie peut être détruite avec quelques centaines de milliers de dollars de publicité numérique provenant d'un pays étranger, alors elle n'était pas très solide pour commencer. Vous avez vu, il y a très très peu de monde dans la salle qui applaudit. Là, il y a 2-3 personnes sensées qui applaudissent. Je pense que c'est des personnes qui pensent exactement ce qu'il est en train de dire. Par contre, tout le reste de la salle reste muette, hein. Il n'y a pas une mouche qui vole, il n'y a pas une mouche qui pète, il n'y a personne qui applaudit. Ils ont des têtes de déconfits parce que c'est la vérité. Ils ont fait annuler des élections sous le prétexte que c'est pas démocratique, ingérence russe, etc. Pourquoi? Des pubs TikTok, il me semble. Je crois qu'ils avaient payé de la pub TikTok ou un truc. Une centaine quelques centaines de milliers de dollars ont réussi à faire tomber un pays. Tu te fous de ma gueule? Clairement, là, votre système, il pue, hein. C'est ce qu'il est en train de dire, votre système, il pue. Va peut-être falloir le revoir, hein, parce que là, faire annuler des élections juste sur un prétexte aussi fallacieux et pourri que ça tient pas debout. C'est choquant, ça choque le monde entier. Il n'y a que l'Europe que ça choque pas. Il n'y a que les dirigeants européens qui vont te sortir « Oh, nous, on va créer un bouclier démocratique pour pouvoir faire annuler des élections quand ça nous tente, hein, quand c'est antidémocratique, quand ça va pas dans notre sens. » Ah, puis je vais envoyer Thierry Breton, hein, pour dire sur les plateaux télé à qui veut l'entendre que ça risque de se reproduire, hein. Si en Allemagne, par exemple, ça ne se présente pas comme on veut, bah on fait sauter les élections. Voilà, ça c'est la parole de l'Europe. Ça vous inspire quoi? La liberté d'expression? Ça vous inspire quoi? La démocratie? Ou la tyrannie? Moi, personnellement, je pense plus à la tyrannie qu'à la dictature. Enfin, la dictature, oui, on est dans la dictature. Je pense plus à la tyrannie et la dictature qu'à la diplomatie, d'accord? Et à la liberté d'expression et à la démocratie. Voilà. Pour moi, c'est mon point de vue. Je rejoins celui de J.D. Vance, du président des États-Unis, Donald Trump, de Elon Musk et de tous ceux qui dénoncent ce système dégueulasse qui réduit des populations à l'état de rien. Voilà, ils sont en train de nous réduire au ridicule. Bonne nouvelle, c'est que je pense personnellement que vos démocraties sont nettement moins fragiles que beaucoup de gens ne le craignent apparemment, et je crois vraiment que permettre à nos citoyens d'exprimer leur opinion les rendra encore plus forts. Donc, bonne nouvelle, si vous voulez que sur la scène internationale, on vous prenne un petit peu plus au sérieux, va falloir arrêter de censurer, hein.
Parce que bonne nouvelle, si vous laissez les gens s'exprimer, vous allez voir que les gens vont reprendre le contrôle du pays. Ils vont reprendre le contrôle du pouvoir. Ils vont pouvoir récupérer de la force. Mais ça fait pas plaisir à ces dirigeants en face. Hein. Là, clairement, quand ils prennent ça dans les dents, à mon avis, ils sont en train de... ils ont le seum. Ce qui, bien sûr, nous ramène à Munich, où les organisateurs de cette même conférence ont interdit aux législateurs représentants des partis populistes, de gauche comme de droite, de participer à ces conversations. Encore une fois, nous n'avons pas à être d'accord avec tout ou partie de ce que les gens disent, mais lorsque des leaders politiques représentent une importante partie de la population, il est de notre devoir de participer au moins à un dialogue avec eux. Faut débattre. Sauf qu'en France et en Europe, il n'y a plus de débat. Tu as d'un côté le discours officiel, celui qui a été adopté par les têtes pensantes de l'Europe. Donc ça, c'est le discours, c'est le narratif qu'on veut te faire bouffer. Et tous ceux qui ont un narratif qui diffère, qui diverge de celui-ci, sont soit des extrêmes droites, soit des complotistes, et donc sont censurés systématiquement. Ce qui veut dire qu'il n'y a absolument aucun débat. On ne peut pas débattre, on ne peut pas s'exprimer. On l'a vu avec l'affaire Elias, où justement, c'est quoi ? C'est la chambre de la mairie de Paris. Enfin, je ne sais plus comment c'est. Bref, c'était une assemblée à Paris avec la maire de Paris. Et puis, on dénonce tout simplement que la politique de justice à la française actuelle est pourrie, qu'il n'y a pas assez de sévérité, qu'il y a trop de laxisme, il y a trop d'excuses. C'est une maladie de l'excusite. Et que les criminels ne sont pas assez punis. Et qu'à cause de ça, eh bien, il y a des criminels qui se donnent le droit de prendre une arme et de tuer des enfants. Ils savent qu'ils n'auront rien, ou quasiment rien. Donc allez, vas-y, on s'amuse. Et donc quand tu dénonces ça, tu te prends une censure directe. C'est, vous fermez votre bouche, vous n'avez pas le droit de dire ça, vous allez vous excuser, et on va porter plainte. Et on va voir ça au tribunal. Vous avez armé le bras, vous l'avez dit. Soit vous retirez cela, soit c'est devant les tribunaux que vous aurez à répondre de propos diffamatoires, injurieux et inadmissibles. Alors, vous terminez votre question. Je pense qu'ici, personne n'y répondra parce que vous ne méritez pas de réponse, mais retirez ce que vous avez dit et présentez vos excuses. Voilà, c'est ça. C'est comme ça qu'on traite le débat en France et en Europe. Tu as le camp du bien, hein, celui de la censure, celui du narratif officiel, et ensuite tout le reste, c'est le camp du mal. C'est incroyable, mais pourtant c'est comme ça. Et visiblement, ça choque quand même l'administration Trump. Hein. Ça choque quand même des personnes qui ont un regard externe à cette situation qui devient incontrôlable. Faut que ça s'arrête. Faut sincèrement que ça s'arrête. Faut qu'on sorte de ce système. Parce qu'au bout d'un moment, ça va nous retomber dessus. Si on a des eurogagas qui sont complètement perdus, qui sont capables de tout pour essayer de garder un tout petit peu de pouvoir, qui refusent de faire la paix avec l'Ukraine et la Russie, je veux dire, ils refusent cette paix-là. Ils sont prêts à surenchérir et à repartir en guerre. Quand tu vois des fous furieux comme ça qui sont au pouvoir et qui sont prêts à tout, faut se poser des questions. Faut se dire, est-ce qu'on va continuer comme ça longtemps jusqu'à se prendre des bombes sur la tête ? Est-ce qu'on va aller faire la guerre pour ces gens-là ? Je sais pas. Moi, ça me tente pas trop. Hein. Ça me tente même pas du tout. Peut-être se réveiller, les gars. Pour beaucoup d'entre nous, de l'autre côté de l'Atlantique, cela ressemble de plus en plus à des intérêts bien établis qui se cachent derrière des mollets de la soviétique comme désinformation et infox. Simplement parce qu'ils n'aiment pas l'idée que quelqu'un avec un point de vue alternatif puisse exprimer une opinion différente. Dieu nous en préserve, voter différemment, ou pire encore, gagner une élection. Il s'agit d'une conférence sur la sécurité, et je suis sûr que vous êtes tous venus ici prêts à discuter de la manière exacte dont vous comptez augmenter les dépenses de défense au cours des prochaines années, conformément à un nouvel objectif. Et c'est une bonne chose, car comme le président Trump l'a clairement fait comprendre, il estime que nos amis européens doivent jouer un rôle plus important dans l'avenir de ce continent. Nous ne pensons pas que vous entendiez souvent ce terme, mais nous... Là, sous-entendu, nous, on va plus vous défendre, parce qu'on a cramé trop de fric. Maintenant, votre continent de merde, vous allez le gérer, hein, parce que nous, on recentre notre économie sur notre continent. Maintenant, votre continent à vous, le continent européen, vous allez le défendre avec vos moyens, donc vous allez effectivement devoir injecter de l'argent dans votre défense, et c'est une bonne idée, c'est vraiment quelque chose qu'il faut faire, et le président Donald Trump le soutient, d'accord ? Par contre, si vous pensiez que ça, là, c'était la seule chose à faire, vous vous mettez le doigt dans l'œil. Ce que vous devez faire maintenant, c'est remettre en question tout votre système. Parce que là, clairement, ce qu'il vient de décrire, il l'a décrit juste avant, ce que l'on voit de l'extérieur, ce que les autres pays voient en regardant l'Europe,
C'est un régime de dictateur. C'est une tyrannie. Et il y a clairement des gens qui refusent que le système bouge parce qu'il y a des intérêts à protéger. Il y a des gens qui veulent se protéger. Il y a des gens qui refusent que le pouvoir revienne au peuple parce qu'ils savent que si ça arrive, ils sont finis. C'est ce que je disais dans une autre vidéo. Ça sent la merde. Ça sent la merde. Les mecs ont le cul plein de merde. Ils traînent des casseroles. Mama, quand ça va péter au grand jour, à mon avis, je pense que il y a moyen que si ça arrive dans cette décennie, ce sera la décennie qui restera dans l'histoire. Et si c'est pas dans nos livres d'histoire, ce sera dans les livres d'histoire des autres pays. Il faudra aller peut-être aux États-Unis pour apprendre l'histoire de France, la véritable histoire de France et de l'Europe. Mais je pense qu'il y a moyen qu'il y ait des têtes qui tombent et j'espère qu'elles tomberont. Et pour le coup, j'espère qu'elles seront sévèrement punies. Tu vois. Moi, ces gens-là qui ont mené des gens à la mort, parce que clairement, ce qui s'est passé en Ukraine et en Russie, donc le conflit entre ces deux pays, qui a été alimenté et soutenu par l'Europe, ces dirigeants européens qui ont fait ça, toutes ces personnes, qui soient connues ou inconnues, qui soient à la lumière ou dans l'ombre, ces personnes-là, une fois qu'elles sont identifiées, pour moi, c'est l'échafaud. C'est l'échafaud. Trahison suprême, échafaud. C'est ce qu'ils méritent. De mon point de vue, évidemment, mais c'est ce qu'ils méritent. Croyons que le partage du fardeau est une partie essentielle d'une alliance commune, que les Européens prennent leurs responsabilités pendant que l'Amérique se concentre sur les régions du monde qui sont en grand danger. Mais permettez-moi aussi de vous demander, comment pourrez-vous même commencer à réfléchir aux questions budgétaires si nous ne savons pas ce que nous défendons en premier lieu? J'ai déjà beaucoup entendu dans mes conversations, et j'ai eu de nombreuses discussions enrichissantes avec beaucoup de personnes rassemblées ici dans cette salle. J'ai beaucoup entendu parler de ce contre quoi vous devez vous défendre, et bien sûr, c'est important. Mais ce qui m'a semblé un peu moins clair, et je pense certainement à beaucoup de citoyens européens, c'est ce pourquoi vous vous défendez exactement. Quelle est la vision positive qui anime ce pacte de sécurité commun que nous considérons tous comme si important? Et je crois profondément qu'il n'y a pas de sécurité si vous avez peur des voix, des opinions et de la conscience qui guident vos propres citoyens. L'Europe fait face à de nombreux défis, mais la crise à laquelle ce continent est confronté en ce moment, la crise que nous affrontons tous ensemble, je crois, est une crise de notre propre fait. Si vous courez par peur de vos propres électeurs, il n'y a rien que l'Amérique puisse faire pour vous, ni d'ailleurs rien que vous puissiez faire pour le peuple américain qui m'a élu et a élu le président Trump. Vous avez besoin de mandats démocratiques pour accomplir quoi que ce soit de valeur dans les années à venir. N'avons-nous rien appris? Les mandats fragiles produisent des résultats instables. Mais il y a tant de choses de valeur qui peuvent être accomplies avec le genre de mandat démocratique qui, je pense, découlera d'une plus grande écoute des voix de vos citoyens. Si vous voulez bénéficier d'économies compétitives, si vous voulez profiter d'une énergie abordable et de chaînes d'approvisionnement sécurisées, alors vous avez besoin de mandats pour gouverner, car vous devrez faire des choix difficiles pour jouir de toutes ces choses. Ah là là, là vous êtes devenus la poubelle du monde. Vous êtes devenus la poubelle du monde, les gars. Et c'est officiel. Et si vous voulez que ça change, va peut-être falloir redonner du pouvoir au peuple, va peut-être falloir arrêter de faire de la merde, va peut-être falloir recommencer à reconstruire une économie forte et souveraine. Et ça commence par là, en fait. Donc, va falloir faire tomber des têtes, va falloir remettre des gens sérieux, sincères à la tête de vos pays, et puis commencer à relever la tête, tout simplement, à bomber le torse, à récupérer de la stature. Parce que là, pour l'instant, vous êtes des merdes, les gars. Vous êtes des merdes, vous êtes sur le banc des accusés, vous êtes sur le banc des spectateurs, et c'est tout. Voilà, vous avez un système très fragile qui repose sur des fondements démocratiques, mais qui a peur de la démocratie. Voilà, c'est ce qu'il dit, en gros, de ce que j'ai compris, c'est ce qu'il dit. Et mais c'est la vérité. Enfin, je veux dire, il y a que des gauchistes ou des communistes qui peuvent dire non, franchement, c'est... Comment qu'ils disent c'est... des complotistes. Oh putain, j'aime bien imiter les gauchistes. Ça me... Je sais pas si je les imite bien, mais... Et bien sûr, nous le savons très bien en Amérique. Vous ne pouvez pas gagner un mandat démocratique en censurant vos opposants ou en les mettant en prison, que ce soit le leader de l'opposition, une humble chrétienne priant chez elle ou un journaliste essayant de rapporter l'actualité. Parfois, ils les fument. Parfois, ils les font disparaître. Dès qu'il y a quelqu'un qui est un petit peu gênant sur la scène politique, démocratique, économique, etc. Bref, ils le font disparaître. Alors des fois, c'est radical. Le mec est retrouvé dans un canal à 400 km. Ou parfois, ils vont te le détruire sur le plan personnel, économique, professionnel. Ils vont lui détruire sa carrière, ils vont lui détruire son statut social, ils vont lui détruire sa famille, ils vont répandre des rumeurs, des trucs comme ça, tu vois. Bon.
on est bien dans ce pays. Hein. Franchement, on est bien dans ce pays, dans cette Europe. On est bien, on se sent bien, on se sent chez nous, hein. On se sent en sécurité, évidemment. Vous ne pouvez pas non plus en gagner un en ignorant votre électorat de base sur des questions comme celle de savoir qui fait partie de notre société commune. Et parmi tous les défis pressants auxquels les nations représentées ici sont confrontées, je crois qu'il n'y a rien de plus urgent que la migration de masse. Aujourd'hui, presque une personne sur 5 vivant dans ce pays y a déménagé depuis l'étranger, ce qui est bien sûr un record. C'est un chiffre similaire, d'ailleurs, aux États-Unis, également un record. Le nombre d'immigrants entrés dans l'UE en provenance de pays non membres de l'UE a doublé entre 2021 et 2022 seulement, et bien sûr, il a encore augmenté depuis. Et nous savons que cette situation ne s'est pas matérialisée dans le vide. Non, c'est pas arrivé tout seul, c'est pas arrivé par magie. C'est juste que tu as des dirigeants qui ont voulu cette situation. Hein, d'accord ? Ils ont affaibli les frontières, ils les ont même supprimées. Ils ont retiré les douanes, enfin voilà, tout ça, toute cette immigration incontrôlée, elle est voulue. Et le résultat de ça, c'est que tu as des pays qui sont complètement déstabilisés, avec des populations qui sont déstabilisées. Ça devient l'anarchie. Ça devient l'anarchie. Et aujourd'hui, on se retrouve avec des cas où tu as des quartiers qui sont des points de deal à ciel ouvert, tu as de l'insécurité, tu as des enfants qui sont assassinés, tu as des attentats, tu as des débats politiques complètement lunaires sur telle ou telle pratique, tel ou tel habit, etc. Enfin, je veux dire, on marche sur la tête, mais tout ça, c'est pas arrivé par hasard. Et c'est vrai que ce qu'il est en train de dire, c'est la vérité. C'est voulu. Je vais juste revenir un tout petit peu en arrière et je vais vous laisser écouter. Confrontés, je crois qu'il n'y a rien de plus urgent que la migration de masse. Aujourd'hui, presque une personne sur 5 vivant dans ce pays y a déménagé depuis l'étranger, ce qui est bien sûr un record. C'est un chiffre similaire, d'ailleurs, aux États-Unis, également un record. Alors là, je crois qu'il parle de l'Allemagne. Si j'ai bien compris, il dit que presque une personne sur 5 vient de l'extérieur de l'Europe. Voilà, c'est comme ça, c'est magnifique. C'est pareil aux États-Unis, mais c'est quand même assez délirant. Une personne sur 5 vient de l'extérieur de l'Europe. Le nombre d'immigrants entrés dans l'UE en provenance de pays non membres de l'UE a doublé entre 2021 et 2022 seulement, et bien sûr, il a encore augmenté depuis. Bon là, c'est pareil, hein, ce qu'il dit, c'est complètement dingue aussi. Chaque année, ça double. Chaque année, ça double. C'est pas possible, en fait, parce que ça devient vite exponentiel, les intérêts composés. Et à un moment donné, ça devient incontrôlable. Il faut de l'immigration, c'est même sain d'en avoir, parce que la démographie des pays, c'est pas ça en ce moment. Hein, d'accord ? Il y a plus de décès que de naissances. Donc au bout d'un moment, ça va devenir problématique. Donc de l'immigration, c'est bien. Mais il faut qu'elle soit contrôlée. Il faut que les personnes qui arrivent sur le territoire, elles aient quelque chose à apporter au pays, une valeur ajoutée. Si elles n'ont rien, à part leur origine, leur vécu et leur idéologie et leur religion, il y a un moment donné où les pays qui accueillent et ceux qui arrivent ne vont pas pouvoir s'accorder. Enfin, tu vois, il y a un moment donné où tu n'arrives pas à t'intégrer, les uns comme les autres. Et ça finit dans des situations délirantes comme celles qu'on est en train de vivre en France. Donc il faut absolument faire attention à ça, il faut que ça s'arrête. Il faut remettre des frontières, et il faut sélectionner les personnes qui rentrent et qui sortent. Point. Et ça permettra de remettre un peu l'église au centre du village. Parce que c'est un vrai fléau, c'est un vrai danger. Et c'est pas moi qui le dis, c'est le vice-président des États-Unis. D'accord ? Alors on va dire, oh, c'est des complotistes, c'est ci, c'est ça, on s'en fout. Ce qu'ils disent, c'est vital. Et nous savons que cette situation ne s'est pas matérialisée dans le vide. C'est le résultat d'une série de décisions conscientes prises par des politiciens à travers le continent et ailleurs dans le monde au cours d'une décennie. Nous avons vu les horreurs engendrées par ces décisions hier dans cette même ville, et bien sûr, je ne peux pas en reparler sans penser aux terribles victimes qui ont vu une belle journée d'hiver à Munich gâchée. Nos pensées et nos prières sont avec elles et resteront avec elles. Mais pourquoi cela s'est-il produit en premier lieu ? C'est une histoire terrible, mais une histoire que nous avons entendue bien trop de fois en Europe, et malheureusement, trop de fois aussi aux États-Unis. Un demandeur d'asile, souvent un jeune homme d'une vingtaine d'années déjà connu de la police, fonce avec une voiture dans une foule et déchire une communauté. Combien de fois devrons-nous subir ces revers effroyables avant de changer de cap et d'orienter notre civilisation commune dans une nouvelle direction ? Aucun électeur sur ce continent n'est allé aux urnes pour ouvrir grand les portes à des millions d'immigrants non contrôlés. Mais savez-vous pourquoi ils ont voté ? En Angleterre, ils ont voté pour le Brexit, et que vous soyez d'accord ou non, ils ont voté pour cela. Et de plus en plus, partout en Europe, ils votent pour des leaders politiques qui promettent de mettre fin à une migration incontrôlée. Qui promettent aussi de mettre fin à cette Union européenne. Combien de pays
Si tu écoutes la population et non leurs dirigeants, combien de pays ont envie de quitter cette Union européenne qui les appauvrit, qui les met en danger? Il y en a beaucoup. En tout cas, en France, dans la population éveillée, parce que malheureusement, on a quand même une belle chape de plomb en France, on a quand même un terrorisme intellectuel qui est omniprésent, avec un journalisme inexistant, qui participe au système, une population qui est complètement à la ramasse, malheureusement, hein, les Français sont complètement endormis. Eux, ils ont été piqués, c'est violent. Je veux dire, là, ils sont en train de ronfler comme c'est pas permis, alors que le monde entier est en train de se réveiller. Ça, c'est quand même dramatique. Mais soit, il y a des pays comme justement l'Angleterre qui ont fait le Brexit. Alors, que ça marche ou pas pour eux, ils l'ont fait. Et ils ont voté pour. Nous, en France, on a voté pour ne pas rentrer dans l'Union européenne. Qu'est-ce qui s'est passé? On n'en a rien eu à foutre. On s'est torché le cul avec le vote des Français et on a forcé la France à intégrer l'Union européenne. Voilà, c'est comme ça. Et puis il y a d'autres pays qui votent, par exemple en Roumanie, qui votent pour un président anti-UE. Ah bah non, on fait annuler les élections. En Allemagne, pareil, un parti anti-UE est sur le point de passer au pouvoir. Ah bah non, attention, hein, si c'est lui qui passe, on annule. Bouclier démocratique. Européen. Parce qu'il faut une démocratie européenne, évidemment. Non mais... C'est un scandale. Je partage personnellement beaucoup de ces préoccupations, mais vous n'êtes pas obligé d'être d'accord avec moi. Je pense simplement que les gens se soucient de leur foyer, de leurs rêves, de leur sécurité et de leur capacité à subvenir à leurs besoins et à ceux de leurs enfants. Là, ce que j'aime dans son discours, c'est qu'il prend le parti des citoyens européens. Tu vois, il dénonce ce que les dirigeants européens font subir au peuple européen. Et il est en train de leur mettre sous le nez la réalité qui est: est-ce que c'est ce pourquoi les peuples ont voté? Ça, c'est la question. Est-ce que les Français ont voté pour ça? Est-ce que les Allemands ont voté pour ça? Est-ce que les Roumains ont voté pour ça? Etc., etc., etc. Non. Donc réveillez-vous, les gars. C'est pas possible. Et ils sont intelligents. Je pense que c'est l'une des choses les plus importantes que j'ai apprises pendant mon bref passage en politique. Contrairement à ce que vous pourriez entendre à quelques montagnes d'ici, à Davos, les citoyens de toutes nos nations ne se considèrent généralement pas comme des animaux éduqués ou comme des rouages interchangeables d'une économie mondiale. Et il n'est guère surprenant qu'ils ne veuillent pas être bousculés ou ignorés sans relâche par leurs dirigeants. C'est le rôle de la démocratie de trancher ces grandes questions par les urnes. Je crois que mépriser les gens, ignorer leurs préoccupations, ou pire encore, fermer les médias, annuler des élections ou exclure des personnes du processus politique ne protège rien. En fait, c'est le moyen le plus sûr de détruire la démocratie. Exprimer des opinions n'est pas une ingérence électorale, même lorsque ces opinions viennent de l'étranger et même lorsque ces personnes sont très influentes. Et croyez-moi, je dis cela avec humour, si la démocratie américaine peut survivre à 10 ans de sermons de Greta Thunberg, vous pouvez survivre à quelques mois d'Elon Musk. Mais ce que la démocratie allemande, ce qu'aucune démocratie, américaine, allemande ou européenne, ne survivra, c'est de dire à des millions d'électeurs que leurs pensées, leurs préoccupations, leurs aspirations, leurs demandes de soulagement sont invalides ou ne méritent même pas d'être prises en compte. La démocratie repose sur le principe sacré selon lequel la voix du peuple compte. Il n'y a pas de place pour des barrières. Soit vous défendez ce principe, soit vous ne le faites pas. Les Européens, le peuple, ont une voix. Les leaders européens ont un choix à faire, et je crois fermement que nous n'avons pas besoin d'avoir peur de l'avenir. Vous pouvez accepter ce que votre peuple vous dit, même lorsque c'est surprenant, même lorsque vous n'êtes pas d'accord. Et si vous le faites, vous pourrez affronter l'avenir avec assurance et confiance, en sachant que la nation est derrière chacun d'entre vous. Et pour moi, c'est là la grande magie de la démocratie. Elle ne réside pas dans ces bâtiments de pierre ou ces beaux hôtels. Elle ne réside même pas dans les grandes institutions que nous avons construites ensemble en tant que société commune. Croire en la démocratie, c'est comprendre que chacun de nos citoyens possède une sagesse et une voix. Et si nous refusons d'écouter cette voix, même nos combats les plus réussis n'aboutiront à très peu de choses. Comme le pape Jean-Paul II, l'un des plus grands défenseurs de la démocratie sur ce continent ou ailleurs, l'a dit un jour: n'ayez pas peur. Nous ne devrions pas avoir peur de notre peuple, même lorsqu'il exprime des opinions qui diffèrent de celles de leurs dirigeants. Merci à tous. Bonne chance à chacun d'entre vous. Que Dieu vous bénisse. Voilà, c'était les saintes paroles de J.D. Vance, vice-président des États-Unis d'Amérique, et franchement, ça a de la gueule. Ça a de la gueule parce qu'il parle au nom du peuple européen et au nom du monde entier qui le regarde, évidemment. On n'a pas les dirigeants que l'on mérite. On a des gens tyranniques, des gens qui n'hésitent pas à censurer. On a une dictature intellectuelle et économique. Et au final, qu'est-ce qui se passe? Eh bien, ça devient le tiers-monde. Donald Trump le dit lui-même, c'est le tiers-monde. Et donc, soit on reprend les rênes, soit on laisse le peuple décider de son avenir. Parce que c'est un peu de ça qu'il s'agit, c'est de décider de son avenir. Là, on a une poignée de gens qui sont au pouvoir, qui sont agrippés au pouvoir
pour défendre des intérêts personnels et non l'intérêt de plusieurs nations, ils sont agrippés au pouvoir et ils ont décidé de ne plus le lâcher. Quitte à censurer, quitte à détruire, etc., ils ne veulent plus le lâcher. Ce qui fait qu'aujourd'hui, l'Europe et tous les pays d'Europe n'ont plus d'avenir. L'avenir a été accaparé par une poignée de personnes qui refusent de rendre ce pouvoir. Et quand je vous dis que 1984, c'est un livre à lire, bah c'est tout simplement parce que l'histoire de 1984, c'est notre histoire à nous. On a des gens qui sont au pouvoir et qui veulent toujours plus de pouvoir. Et qui veulent tellement du pouvoir qu'ils sont prêts à tout, même à sacrifier leur population. Ils ont la botte du pouvoir et ils écraseront n'importe qui avec cette botte. Voilà, c'est ça l'Europe. Et aujourd'hui, eh bien, tu as J.D. Vance qui pointe du doigt tout ça et qui dénonce très clairement, droit dans les yeux à tous ces gens influents qui ont du pouvoir, que le monde entier le voit, que le monde entier ne nous prenne plus au sérieux, ne négocie plus avec nous, nous ont relégués au rang de spectateurs, et que si on veut que ça change, bah, va falloir qu'ils changent de l'intérieur. Au lieu de vouloir se défendre contre tout le monde, comme si le monde entier était l'ennemi de la France, de l'Allemagne et de tous les autres pays de l'Union européenne, au lieu de vouloir se défendre contre ça, défendez-vous de l'intérieur. Démantelez le virus qui a infecté l'Union européenne. Voilà, ça c'est des paroles. Je pense que cette conférence, je vais la garder quelque part et je vais me la retaper de temps en temps pour ne pas oublier. Parce que ça, c'est des paroles qui sont lunaires. Voilà, sont lunaires. C'est-à-dire que tu as quand même un pays, le plus gros pays en termes économiques, les États-Unis, c'est le moteur du monde, c'est le gendarme du monde, c'est l'empire du mensonge en plus, qui vient dire à l'Europe, bon, vous foutez de la gueule du monde là, tout le monde le voit là, arrêtez, c'est plus possible. C'est quand même lunaire, c'est magnifique et je kiffe. Je pensais faire un petit tour de X pour vous montrer 2-3 réactions, etc. Mais la vidéo va être sûrement très très longue. Donc je pense que je vais faire une autre vidéo qui reprendra directement celle-ci et qui sera la continuité. Donc on ira voir ce que les Européens ont pensé, ont dit de cette conférence, ce qu'ils sont en train de faire. Et je vous garantis qu'en fait, ils n'ont rien compris et qu'ils s'enfoncent encore plus dans leur doctrine et dans la censure et dans la tyrannie. Et on va regarder ce que le monde pense de nous, hein, évidemment. Et vous allez voir que c'est complètement délirant. Sur ce, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo. Je vous demande simplement de mettre un petit like, un petit partage, un petit commentaire. Surtout les commentaires, c'est très important les commentaires. Ça permet à l'algorithme d'arrêter cette censure immonde sur ma chaîne. Et puis voilà, abonnez-vous. Et puis on se retrouve pour la suite de cette intervention divine, j'ai envie de dire. Et pour se foutre un petit peu de la gueule de nos dirigeants politiques. Parce que clairement, c'est tout ce qu'ils méritent. Voilà. Allez, à bientôt. N'oublie pas, je ne t'offre que la vérité, rien de plus.